Bonjour! Alors, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau vlog livresque. Là, je vais vous dire les dates, mais maintenant, sachez que je sais pas trop. Là, je suis partie dans une phase où je pars les vlogs un peu n'importe quand parce que j'arrête plus en termes de durée plutôt qu'en termes de période couverte. Mais de toute façon, ça va toujours sortir le dimanche. Donc, pour vous, ça va pas potentiellement être un peu transparent. Alors, on se retrouve aujourd'hui le mercredi 6 novembre, donc lendemain de la grande soirée électorale américaine qui malheureusement s'est soldée par la réélection de M. Trump. Donc, c'est ça. Je ne ferai pas d'autres commentaires là-dessus. Disons que ça donne plus ou moins confiance en la suite des choses, mais on verra bien comment ça va s'arranger. J'ai pas envie de donner plus d'énergie à cet individu-là en parlant trop. Donc, un petit peu fatigué, un petit peu en mode, je sais pas, un peu découragée globalement, mais sinon ça va. Écoutez, j'ai commencé finalement dès ce matin une nouvelle lecture. J'avais besoin un peu d'évasion. Et j'ai commencé la lecture du mois du club de lecture des Patreon d'Alex Bouquet Prada. Je vais vous gosser à chaque fois, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est des choses, c'est des activités qui sont proposées en contrepartie, puis pour moi, ça me convient tout à fait. Donc, la lecture du mois de novembre pour ce club-là de lecture, c'est le très populaire maintenant Tata de Valérie Perrin. Et Valérie Perrin, qui est une autrice très connue, qui est lue par un grand nombre, qui a été particulièrement, je crois, quand même, je pense que tous ses titres sont connus, mais particulièrement connue par Changer l'eau des fleurs, il me semble. J'avais essayé de lire celui-là, puis je n'étais pas trop certaine. J'avais une sorte de petite réserve par rapport à Valérie Perrin. Mais bon, je l'ai écouté, je l'ai entendu en entrevue à la Grande Librairie, sans surprise. Et j'ai trouvé que c'est quand même intéressant. Je voyais un peu que chaque roman, au-delà de peut-être la perception que je pouvais avoir de ce que c'était, qui était un petit peu plus, disons, un roman d'émotion, des choses comme ça. Puis des fois, j'ai le goût, mais pas toujours. Ben là, on dirait que je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose d'autre. Puis dans son Tata, en fait, il y avait quelque chose de particulier parce que c'est vraiment une prémisse intéressante. Puis ben là, ça donne que c'est ça qu'il faut que je lise. Donc, je ne vais pas tout pouvoir vous résumer, mais en fait, en gros, dans cette histoire-là, on va rencontrer Agnès, qui est une réalisatrice et qui est seule. Elle a pu son père, elle s'est séparée d'avec son conjoint, elle a sa fille une semaine sur deux. Et un matin, il y a un agent de police qui l'appelle pour lui dire, ben écoutez, je suis de tel poste de police. Il nous appelle parce que vous semblez être la proche parente de, dans le fond, cette dame-là. Je me souviens plus c'est quoi son nom, mon Dieu, j'ai un blanc. Ben, Tata, mais son vrai nom, ça devait être, c'est-tu Colette? Colette quelque chose. Je vais vous le redire, là, j'ai juste un blanc. Mais bref, Tata, donc la tante de Agnès. Pour vous dire qu'en fait, on l'a retrouvée morte dans son sommeil à la maison. Donc, on vous demanderait de venir si c'est possible pour vous. On comprend que vous êtes potentiellement sa seule proche parente encore vivante. Puis bon, là, Agnès dit, ben oui, en effet, mon père, qui était son frère, est décédé, mais il n'y a pas d'autre monde autour d'elle à part ça. Mais elle dit, ce que je comprends pas, c'est que Tata, on l'a enterrée il y a 3 ans. Donc, elle est déjà morte. Fait que là, ça crée un peu un moment de hein? Un petit peu, on reste un peu la bouche ouverte. Et bien voilà, on va suivre finalement cette Agnès-là qui va prendre la décision de retourner dans cette espèce de bourgade-là où elle allait voir sa tante quand elle était petite pendant l'été. Elle n'avait pas une très grande relation profonde avec sa tante. La tante, elle était comme plutôt silencieuse. Elle faisait des interventions minimales. Puis dans les années après qui sont passées, ben Agnès a comme gardé avec elle une genre de relation un peu comme ben, on se sent un petit peu obligé de faire des suivis avec un proche. Mais c'était correct, c'était pas une mauvaise relation, c'est juste c'était pas super profond. Et puis ben là, dans le fond, elle va retourner dans cette bourgade-là pour identifier le corps. Et à sa grande surprise, c'est vraiment sa tante qu'elle a devant elle, donc qui vient de mourir. Donc là, elle se dit, OK, mais qui a-t-on enterré il y a 3 ans? Donc ça, c'est la prémisse. C'est quand même une bonne brique. Moi, je l'écoute en niveau audio parce que j'ai pas pu mettre la main sur autre chose que ça comme format. Parce que pour nous autres, au Québec, il vient vraiment tout juste de sortir. Donc, c'est quand même une bonne brique. Là. Je pense pas que je pourrais faire l'achat nécessairement en librairie, sauf si vraiment j'aime beaucoup ce livre-là puis que je vais le garder à la maison. Donc, je voulais le chercher en bibliothèque. En ce moment, en bibliothèque, comme il vient de paraître puis qu'on en a beaucoup parlé, il y a des listes de réservation très, très longue. Et en livre numérique, même chose. Donc là, j'ai réussi à avoir le format audio via la plateforme nextory.fr. Une chance. Et ça se peut que je puisse avoir accès aux livres papier parce que dans ma petite bibliothèque de village, je serais potentiellement la première sur la liste d'attente
Donc, ça se peut que je sois chanceuse puis je le reçoive à temps, mais ça se peut aussi que finalement je finisse ma lecture audio avant d'avoir eu accès. Bref. Donc, je suis dans cette lecture-là et jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. J'aime beaucoup le ton. Mais je pense que j'aime beaucoup le ton parce qu'au départ, la prémisse me plaît bien. Donc, on va voir comment ça va se développer. Mais a priori, ça me semble une bonne lecture jusqu'à maintenant. Donc, je vous en dirai plus au fur et à mesure. Également, vous savez, comme là, on est le 6 novembre, jusqu'à demain soir, j'ai l'autre petit défi là, des Patreons d'aller les bouquets dans Prada, qui est une espèce de défi littéraire qui s'appelait le Spooky Fair. Puis j'avais mis plusieurs romans graphiques que je voulais lire. Puis ben là, dans la dernière semaine, ça a été moins propice pour ça. J'étais moins là. J'en ai parlé dans le dernier vlog. Ça va moyen en ce moment. Puis ben, j'en ai lu quand même quelques-uns, mais il m'en reste beaucoup. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir en lire quelques-uns. On verra. Au pire, allez, je les continuerai. C'est juste que je trouve ça le fun quand même de. Tu sais, je les lirai plus tard ou je les lirai après le défi. Mais je vais peut-être essayer d'en lire au moins un ou deux. On va voir. D'ici à, mettons, demain soir, quitte à ce que je fasse un petit point d'info après par rapport à ça. Mais à mon avis, la grande lecture au long cours de ce vlog-ci va être Tata, en espérant que je le termine avant la fin du vlog pour que vous puissiez avoir mon opinion là-dessus. Alors voilà, sans plus tarder, allez, on poursuit. Et un petit coucou en direct de la Studio Mobile. Oui, oui, encore une fois. Ça va être une semaine Studio Mobile. Alors, écoutez, je vous reprends parce que hier soir, on a me couché, j'ai lu un roman graphique qui était merveilleux. Même, je sais pas, il était merveilleux. Il était parfait en tout point. Donc, c'est Wildful et c'est de Kengo Kurimoto. C'est publié chez Groundwood Books et c'est un label de House of Anansi Press, qui est une maison d'édition canadienne, si je me souviens bien. Alors voilà, Wildful. Dans cette histoire, qui est presque une histoire sans texte, on va suivre Poppy, qui est une jeune adolescente et qui vit seule avec sa mère. Et sa mère, on sent qu'elle est très désemparée. Elle est là, mais elle est silencieuse, elle n'intervient pas trop. On la voit toujours assise sur le divan, les yeux un peu dans le vague et tout. Et on comprend entre les lignes que Poppy essaie de faire un peu son bout de vie, qu'elle a l'air d'être un peu déstabilisée par le fait que sa mère ne réagit pas. Et on finit par apprendre que la grand-mère de Poppy est décédée. Donc la mère de la mère de Poppy qui est décédée. Et on va voir Poppy sortir de la maison, être avec ses écouteurs sur son téléphone, aller promener le chien. Puis, promener le chien, peut-être sortir de la maison un peu aussi, puis sortir de une espèce d'ambiance un peu étrange. Et le chien, devant un terrain un peu abandonné avec des grilles qui ferment un peu l'entrée, pardon, va voir un renard que Poppy ne verra pas. Et le chien va être vraiment interpellé par ça et va vouloir partir vers la direction que prise le renard, c'est-à-dire dans l'espèce de terrain abandonné. Comme le chien va finir par se libérer de sa maîtresse, bien, la maîtresse Poppy va partir après lui et va rencontrer elle va évidemment être dans le bois avec ses écouteurs toujours, chercher le chien. On voit plein de forêts, mais en même temps, on la voit surtout chercher. D'ailleurs, je vais voir si je suis capable de vous trouver une des images qui est en composition graphique. C'est super intéressant parce que ça va être un peu comme si on n'était pas en arrêt sur image. Mais comme ça, c'est vraiment parfait là, comme planche pour illustrer ce que j'aimerais vous dire. Je ne sais pas si je vais arriver à bien la focusser parce que quand ma face est là, on ne focus pas. Mais vous voyez qu'elle apparaît 3 fois dans l'image. Donc, on va la voir vraiment chercher. Et éventuellement, elle va retrouver son chien qui semble être avec un jeune qui joue avec. Puis au début, comme on dirait qu'on sent qu'elle n'est pas sûre si c'est vraiment vrai. Puis là, tout ça se passe sans parole, hein, évidemment. Et finalement, elle finit par se rendre compte que oui. Et le jeune dit qu'il s'appelle Rob et il l'invite à le suivre. Et elle va le suivre. Et Rob va l'amener pour voir un détail de la forêt. Donc, il me semble que c'est un oiseau ou quelque chose comme ça. Puis là, elle va le voir. Puis là, on sent que la jeune fille, bien, premièrement, elle a enlevé ses écouteurs, elle a déposé son téléphone, puis elle est avec le chien, puis Rob. Puis là, on dirait qu'elle
on sent qu'elle perçoit la forêt différemment, mais c'est tout en douceur. Après cette première rencontre-là, elle va revenir à la maison et il va s'en suivre après plusieurs rencontres qu'elle va faire avec ce fameux Rob-là, c'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer pas mal à tous les jours. Et plus ça va aller, plus on va voir que même quand elle se rend à la forêt, elle commence à remarquer des choses. Le chant d'un oiseau, une fleur qui a poussé. Donc, éventuellement, bien entendu, on va comprendre que c'est comme si elle se reconnectait un peu avec l'environnement, dans le sens de la nature autour d'elle. Et on va aussi comprendre que c'était quelque chose que sa grand-mère était vraiment réputée à savoir faire. Et tout ça va faire en sorte que, éventuellement, plus elle va se reconnecter avec ça, avec l'aide de Rob, l'amitié qui va se développer et tout, puis plus elle va avoir le courage éventuellement d'aborder sa mère pour essayer de voir si elle est capable de la sortir de sa tourmente. Si la mère est capable de se sortir de sa tourmente, mais la fille d'exprimer qu'elle sent un peu désemparée devant ça. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est principalement sans texte. Je pense que s'il y a une quinzaine de phylactères sur l'ensemble du roman graphique, c'est beau. C'est sublime comme roman graphique parce qu'on a l'impression d'y être. On suit l'enchaînement. Puis en plus, c'est en teinte de sépia. C'est un exemple. Je pense que c'est dans les premières fois, dans le fond, comme ça ici. Donc, on va le voir qu'elle est avec Rob. On est dans la forêt, les prises d'angle, en fait, la composition graphique qui est faite, on a vraiment l'impression d'être à hauteur de Poppy et de Rob qui regardent ou qui écoutent. On va percevoir qu'est-ce que c'est. La façon dont les images, il y a une espèce de gradation dans les images ou en fait la suite logique du découpage qui a été fait, ça nous fait nous mettre complètement au centre de la nature. Puis ça, c'est spécial parce que tout est fait comme discrètement. C'est en non-dit, c'est en douceur, c'est dans différents chapitres. Il y a des chapitres qui sont, c'est un roman graphique qui est divisé en chapitres, puis c'est fait en douceur, puis assez qu'on finit par avoir presque, on dirait, on a l'impression qu'on a presque la même évolution que le personnage principal de Poppy, qui est un peu comme un éveil à l'extérieur, puis évidemment, qui a plein de métaphores. Évidemment, ça va aborder le deuil, ça va aborder le réflexe de se refermer sur soi-même, le réflexe de ne plus se sentir interpellé par ce qui est à l'extérieur de ce qu'on vit. Évidemment, là, on parle, c'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce qu'on comprend. Mais aussi, évidemment, l'adolescence, la santé mentale, la difficulté autant pour la personne atteinte que pour la personne qui vit avec la personne qui est atteinte, d'essayer de retrouver un contact, l'importance de l'espèce d'amitié qui peut déclencher en fait une espèce de cercle vertueux d'action. Mais c'est tellement fin. C'est comme, oui, on sent qu'il y a un message, c'est pas dans ta face. On laisse le lecteur faire son propre chemin en lui faisant confiance. Premièrement, parce qu'on a choisi justement le mode muet, donc le mode silencieux pour l'ensemble du roman graphique. En même temps, on a vraiment comme un genre de promenade au cœur de la forêt, promenade au cœur de la nature, au cœur de l'essentiel entre l'humain et la nature, au lecteur. Et j'ai tellement aimé ça, c'est super simple, il y a comme 3 personnages plus le chien. Mais en fait, il y a 4 personnages. En fait, il y a 4 personnages, donc 4 personnages plus le chien. Donc, parce qu'il y a 3 personnages humains, le chien et la nature et le 5e personnage. Puis on a l'impression que, évidemment, la nature est comme si c'était un peu la grand-mère Gran qui est décédée, qui finit par guider tout le monde, mais c'est tellement intéressant. La place est laissée complètement, en fait, à ce qui entoure Poppy. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment, je sais pas, je manque de mots, là, mais OK, c'était, comme je vous disais, c'était fin. C'était fin comme découpage, c'est fin comme scénarisation. Le choix des rares mots qui sont mis est complètement parfait parce que c'est au bon moment pour que justement le lecteur prenne vraiment le bon chemin dans sa tête. Définitivement un gros morceau du fait que ça m'a marqué à ce point-là, c'est clairement la composition graphique, donc à la fois le découpage, mais les prises de vue, les angles qui ont été pris pour nous faire nous sentir au centre de tout ça. Puis c'est sûr que les sujets abordés sont intéressants. La façon dont c'est approché, on n'a pas beaucoup de détails sur l'événement en tant que tel du passé qui génère ce deuil-là, puis cette espèce de réaction-là, mais on en a suffisamment pour aller vraiment dans l'émotion. Fait que c'est comme un roman d'ambiance, un roman d'intériorité, mais on n'est pas dans le, je sais pas moi, le psychopop ou développement personnel nécessairement. On est vraiment à simplicité à hauteur d'adolescence. Puis définitivement, il faut absolument que vous lisez ça. Là, écoutez, c'est en anglais, mais il y a comme 15 phylactères, puis pour vrai, c'est des dialogues, là, genre « Hi, are you there? » ou « Do you feel this? » Fait que c'est pas
vraiment compliqué. Sinon, il est sorti en français aussi. Je vais vous mettre la vignette quelque part. Il vient de sortir. Il me semble que c'est Murmure dans les sous-bois, quelque chose comme ça. Il me semble. Mais je vais vous mettre ça. C'est sorti récemment, je pense, au Québec là, en octobre. Donc, définitivement, excellente lecture qui, oui, accessoirement, s'inscrit dans mon fameux défi de Spooky Fair. Là, on est rendu jeudi, donc je pense pas que je vais le terminer, mais j'ai quand même... Je souhaite lire autre chose, donc qui est celui-ci. Je vais y aller avec le mot wild comme thématique. J'avais Wildful, puis là, j'irai avec Run Wild, potentiellement, dans ma pile à lire. C'est de K.I. Zakopoulos et de Vincenzo Balzano. C'est édité chez Arcaia. Et là, par contre, on est dans un peu une genre de dystopie où on est rendu un peu plus dans le futur, puis toutes les civilisations commencent à se transformer en animal, puis il va rester juste 2 humains qui vont évoluer là-dedans, puis ça va être leur façon de justement survivre dans cette espèce de faune-là, et puis de se reconnecter potentiellement avec le wild, donc la nature. Donc, je me suis dit que ça pourrait être quand même quelque chose de thématique. Puis on est un petit peu dans ces palettes-là ici. Donc, je m'enligne pour le lire, puis vous en parler. Puis après ça, ben, je sais pas si je vais peut-être continuer à lire les autres graphiques que j'avais mis dans ma pile à lire, mais en même temps, peut-être que je vais me garder quand même pour un peu plus tard. Donc, je verrai ce que je lirai après ça. Mais pour le moment, je poursuis encore ma lecture audio de Tata de Valérie Perrin. Donc, ben voilà. Alors, c'est mon petit topo du midi. Puis, ben, je reviens quand je peux. Et bonjour! Alors, on se prend en ce vendredi matin avec mon look comme d'habitude, post-jogging, post-douche. Et puis, vous savez quoi? Je me disais, je me prépare pour le boulot, mais j'avais encore un peu de temps devant moi. Puis c'est un look post-douche et nouveau pyjama avant d'aller au boulot. Ça me donne un peu une idée de mon état d'esprit. J'avais envie de me faire plaisir, d'être bien, jusqu'à ce que je parte pour le boulot. Et ben voilà, je vais vous parler un peu parce que tout d'abord, j'ai terminé le roman graphique finalement in extremis hier soir à la limite du défi Spooky Fair que j'ai quand même bien... en fait, je l'ai utilisé à bon escient. J'ai lu quand même 8 romans graphiques dans cet espace de temps-là. Puis c'était des romans graphiques que je suis contente d'avoir découvert. Celui-là, c'est celui que j'avais dit que j'allais lire, c'est-à-dire Run Wild de K.I. Zakopoulos, je pense. Zakopoulos et Vincenzo Balzano, et c'est chez Arcaia. Et bien, en fait, je vous disais que c'était une espèce de dystopie. Il semble avoir un virus qui fait en sorte que sur la Terre, tous les hommes se transforment en animaux. Et certains gardent un peu leur esprit humain, puis d'autres, en fait, run wild. Donc, perdent un peu le contact avec leur esprit humain, puis deviennent des bêtes assoiffées de vengeance. Et au sein de ça, il va y avoir Eva et Flynn, qui sont 2 enfants, qui sont avec les 2 humains qui restent, qui vont devoir un peu se sortir de ça, et ils vont être guidés par différentes créatures qui sont des animaux, mais qu'on sent qu'ils ont comme un fond d'humain, vont être confrontés à différents états, différents stades d'animaux en mode transformation vers... en fait, qui reste encore ou pas des traces d'humanité en eux. Et on va finir par comprendre que c'est une espèce de machination parce que tout va les mener vers Père, avec un P majuscule. Et eux, comme leur mère a disparu puis les a abandonnés il n'y a pas très longtemps, puis ils ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé. Au fur et à mesure, on va finir par comprendre que c'est pas tant un virus qu'une expérimentation potentiellement scientifique qui aurait visé à faire en sorte que l'humain est plus conscient du lien qu'il y a avec la nature en regard de qu'est-ce qu'on fait avec la Terre en ce moment, et que c'est simplement quelqu'un, donc le fameux père, qui aurait décidé de prendre ça en main en disant que c'était pour faire ça, et en finalement utilisant son invention à ses fins, puis ça a comme un peu mal tourné, puis ça fait en sorte que c'est pas tant que les humains ont pris conscience des animaux, mais c'est plutôt que les âmes des humains sont comme parties, puis c'est resté comme les animaux, puis il y a une espèce de lutte et tout ça. Puis là, pourquoi j'ai l'air flou? C'est que c'est flou.
Donc, j'ai aimé ça. J'aimais beaucoup la prémisse et j'adore les visuels. Ils sont vraiment impressionnants. Parce que moi, je trouve que c'est super parlant. Parlant, oui. C'est super intéressant. Le côté délavé, le côté évocateur, le côté éthéré, un peu insaisissable, vu qu'on est vraiment dans quelque chose, autant une réalité qu'on n'est pas sûr de bien saisir, autant pour eux autres, leur destin, c'est comme s'il leur échappe un peu parce qu'ils n'ont pas tant de contrôle sur la suite des choses. Par exemple, ici, on peut voir une autre composition qui est super intéressante. Donc, concernant le visuel de Vincenzo Balzano, j'ai adoré ça. Je trouve que c'est un super beau défi qu'il a dû avoir à faire pour mettre cette histoire-là en image. Cela dit, c'est confus. C'est confus dans les scènes où, bon, il va y avoir nécessairement des affrontements, il va y avoir l'évolution de certains personnages qui vont devenir de plus en plus animaux, sans âme humaine et tout ça. Puis, le rouage, la genèse, en fait, de cette intrigue-là, qui est l'espèce d'expérimentation du père, on en apprend au fur et à mesure, mais on sait comme pas trop. Ce qui fait que le visuel s'est concentré vraiment plus sur l'action. Mais dans certains cas, c'est un peu pas clair, mais je pense que c'est pas lié au visuel, c'est juste qu'on dirait que les ficelles de l'intrigue, c'est comme s'il y avait eu trop qui avait voulu être dit en si peu de pages. Ça m'a donné un peu le même feeling que quand j'étais en train de lire, j'en ai déjà parlé en plus il n'y a pas longtemps, mais c'est drôle, vous allez dire que tout me fait penser à ça, mais la série de manga L'Enfant et le Maudit, c'est un peu ça, on dirait. C'est pas pareil, mais il y a quelque chose de ça. Le côté, la figure du père qui est un peu toute puissante, qui contrôle ça, les protagonistes sur lesquels qui ont l'air sympathiques, mais qu'on ne sait pas si on peut s'y fier parce qu'il y a une évolution d'une malédiction en eux sur laquelle ils n'ont pas de contrôle. Ça aussi, c'est un parallèle à faire avec l'enfant et le maudit. Et aussi la fin de tout ça, qu'on n'est pas trop sûr d'avoir tout saisi. Je ne sais pas si c'est voulu, mais moi, ça m'a un peu laissé sur ma faim parce que j'aurais aimé ça. Je trouvais ça intéressant, ce rouage-là qui avait quand même une usine un peu plus écologique, soyons conscients un peu de la Terre, mais vraiment par voie détournée, là, vraiment pas en message avec un gros drapeau et tout ça. Et j'aurais aimé ça, je pense que ça soit exploité différemment dans le déroulement de l'intrigue. Donc vraiment, comme je vous dis, si vous voulez avoir un petit voyage visuel super intéressant, éthéré, pour lequel on peut justement voir plein de possibilités, allez-y. Par contre, je suis un peu déçue de ce qui a été fait avec cette histoire-là parce que je trouve que ça a vraiment un gros potentiel. Surtout quand on commence à comprendre les rouages extérieurs. Je ne vous ai pas tout dit, le fait du pas, il y a quand même d'autres choses que je ne vous ai pas dit, mais au moins quand on comprend le rouage, un peu la genèse de ce rouage-là, je me disais, crime, il me semble que on s'attend à faire un ah à la fin puis que ça devienne relativement clair. Bien entendu, on n'a pas nécessairement tout les mots. Mais là, c'est comme si ça ne devient pas si clair que ça à la fin, puis ça se termine. Donc, en ce qui me concerne, ça a été une lecture correcte, mais je suis un peu restée sur ma faim. Mais comme je vous dis, peut-être que ça vaut la peine quand même à découvrir si vous voulez pour le visuel. Sinon, si ce genre d'histoire-là vous intéresse, plus comme le scénario en tant que tel, même si c'est pas pareil, on n'est pas dans le côté écologie, mais on est quand même dans le côté essence de l'humain. Même si, comme je dis, on enlève le côté écologique, j'aurais tendance à vous dire, essayez de lire L'Enfant et le Maudit en manga. Même s'il y a des parties qui sont un peu floues dans le manga aussi, globalement, on voit que la structure est un petit peu plus claire, puis on reste un peu moins sur notre fin. Donc voilà pour ma dernière lecture de roman graphique de cet exercice-là. Et sinon, j'ai reçu quelques petits trucs, puis je vais essayer, là, on approche du temps des fêtes, puis aussi, j'ai envie de me remettre à prendre des livres plus à la bibliothèque. J'en ai ici, mais ils sont encore là depuis je ne sais pas combien de fois. Je pense que je suis à mon 3e renouvellement, donc il va falloir que je les lise. Mais là, j'avais l'opportunité, je voulais m'acheter au départ un casse-tête, puis là, ça me prenait des sous pour me rendre jusqu'à la partie de livraison gratuite. Puis c'était sur le fameux site où j'achète habituellement mes livres de fin de magasin, dans le fond, là, au Canada. Donc, je me suis dit, j'aurais pas le choix, il va falloir que j'achète des livres. C'est plate. Hein? Donc, j'ai trouvé tout d'abord ce petit coffret-là que j'avais ici. Donc, American Classic Collection. Et c'est chez les Macmillan Collectors Library. Puis moi, j'aimais bien j'avais la librairie du collectionneur, Collectors Library, mais je pense que c'est peut-être Macmillan aussi. Mais j'en ai d'autres dans les classiques qui sont comme ça. Mais ceux-ci, c'est un peu le même principe. Et c'est des écrits assez, dans le fond, qui sont assez marquants dans l'histoire des auteurs américains. On a 3 hommes et une femme, c'est quand même cool. Donc, on a The Beautiful and Damned de Francis Scott
Fitzgerald. Moi, évidemment, on connaît plus pour le Great Gatsby, mais ça, c'est vraiment les petites éditions comme ça, là, avec un intérieur intéressant, une tranche dorée, puis à l'intérieur, c'est vraiment un peu comme à l'ancienne, dans le sens qu'à l'époque, c'était comme ça ici, avec un petit marque-page en dessus, tout ça. Puis ça, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est un format comme de poche parfait. Quand même sympathique avec de l'art, mais bon. Donc, celui-ci de Francis Scott Fitzgerald. On a The Adventures of Huckleberry Finn. J'ai jamais lu même Mark Twain, je sais. J'ai jamais été tant attirée, mais je me suis dit, bon, je l'aurai, je vais regarder. C'est pas Tom Sawyer, mais c'est Huckleberry Finn. Ensuite, la fameuse Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne, que ben ça, il faudrait bien que je lise un jour. La lettre écarlate, je pense, en français, dans mon souvenir. Et ici, qui est en français, je me souviens plus. Mais c'est Edith Wharton, donc la seule femme qui est dans ce coffret-là. Et c'est The House of Mirth, qui est, si je me souviens bien, un de vraiment ces ouvrages qui sont connus. Donc, tout ça dans ce petit coffret-là, qui était vraiment pas cher en liquidation. Puis j'étais comme, bon, ben, d'accord. Puis là, après avoir acheté ça, il me manquait encore un peu de sous pour atteindre ma livraison. Donc, je me suis dit, ben, je vais en prendre un autre. Vous me connaissez. Je vais essayer de... Non, je vais ranger ça plus tard. Je vais essayer de m'ostiner pour rentrer ça dans mon coffret, mais je ne vais pas rien briser. Et finalement, j'ai pris le plus récent tome de la série de Pentecost and Parker de Steven Spotwood. J'en ai déjà parlé. Ça fait un bout que j'en ai pas lu. J'en ai lu un, je pense qu'il y a peut-être quelques mois, le tome 3. Puis ça, c'est le tome 4. Là, je ne suis pas fan des couvertures, mais c'est ceux qui ont fait. Au début, il avait commencé avec des couvertures qui étaient vintage. Puis là, finalement, en faisant comme la suite des choses, sont venus à des couvertures comme Flashy Urk, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est le tome 3 et c'est Murder Crossed Her Mind. Le tome 3, le tome 4, pardon. Donc, ouais, c'est ça. C'est le tome 4. Je savais que j'y avais accès en version audio. Donc, ça, je me le garde éventuellement. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Quand je vous disais, ça, c'est la fameuse série de Cozy Mystery, mais c'est plus comme des Cozy Crime. Pas tant des Cozy Mystery, mais puis c'est celle-là qui était une agence, ça se passe à New York, il me semble. Et c'est Lillian Pentecost et je me souviens jamais c'est quoi son prénom. Parker. C'est deux femmes. Puis Lillian Pentecost, elle est une agence de détective privée, la seule qui est la plus performante en fait à New York. Et c'est une femme dans le début des années, il me semble que c'est les années 30, il me semble que c'est entre la première et la deuxième guerre mondiale ou quelque chose comme ça, ou après la seconde, je me souviens plus. Puis donc un monde où absolument les détectives privés, c'est des hommes, puis les femmes ne sont pas censées être là. Et elle va trouver Parker, elle va finir par s'associer à elle parce que Parker, c'est une fille qui travaillait dans un cirque, qui a été abandonnée et tout ça, puis qui est comme plus d'un tour dans son sac, qui est avide de connaissances, qui est super alerte, puis qui est une femme qui est comme qui peut être sur le terrain à la fois, mais en même temps réussir à être là pour justement élucider les mystères. Et pourquoi elle avait besoin d'avoir quelqu'un, en fait, Lillian Pentecost, parce qu'elle a plusieurs associés, c'est que dès le départ, on apprend que c'est une femme qui souffre de la sclérose en plaques. Et quand même, pour l'époque, c'était peut-être quelque chose qui était présent, mais qui n'était pas nécessairement connu. Et évidemment que plus ça va aller, puis plus elle a besoin d'aide, malgré tout, malgré elle. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un autre duo que j'aime beaucoup, qui est Loveday and Ryder, Clement Ryder, qui a le Parkinson? Donc, je trouve ça intéressant qu'on mette justement des... Puis là, je vous en parle, puis c'est comme pas une série où on a l'impression que cette maladie-là, c'est quelque chose de plaqué pour que ça ait l'air d'être inclusif. Absolument pas. En fait, je trouve ça intéressant. On dirait que je sais pas si l'auteur, Steven Spotwood, a connu quelqu'un ou a dans son entourage quelqu'un qui a la sclérose en plaques, mais je trouve que ça parle vraiment avec comme sobriété, mais en même temps justesse de peut-être la réalité de quelqu'un. Évidemment, il y a plusieurs façons de vivre ces maladies-là, mais une des possibilités de comment vivre cette maladie-là. Puis dans ce cas-ci, je trouve ça le fun parce que c'est deux héroïnes femmes et qui ont plus d'un tour dans leur sac et qui n'ont pas la vie facile dans le sens qu'il faut toujours qu'ils fassent leurs preuves. Donc, ceux-là, je les ai lus, mais je veux les garder à la maison. C'est long comme introduction pour me justifier, mais bref. Fait que c'est ça ici que j'ai acheté. Et sinon, je vous disais que j'étais en train de lire le livre audio Tata de Valérie Perrin parce que c'est notre lecture du mois de novembre avec l'équipe de lecture d'Alex Bouquet-Prada avec les Patreons. Vous êtes habitués. Et je voulais pas l'acheter au début parce qu'il était vraiment cher, puis c'était une nouveauté ici, puis bon, j'étais comme... Mais là, finalement, je regardais toujours en usagé, puis au Québec, l'usagé, c'est plus compliqué. En France, vous avez plus de possibilités. Vous avez des Vinted, vous avez Le Bon Coin, mais nous, on a vraiment comme juste potentiellement Marketplace sur Facebook, puis c'est comme moyen un peu. Il y a beaucoup de fraudeurs aussi qui sont là, donc je jetais un œil au cas où si j'étais pour voir Valérie Perrin, le Tata de Valérie Perrin, mais comme c'est une nouveauté, j'avais pas trop d'espoir. J'avais réservé à la bibliothèque, si vous vous souvenez, mais finalement, je ne l'ai toujours pas eu.
alors que je suis la première. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais hier, par hasard, hier matin, j'ai vu qu'il venait juste d'arriver sur Marketplace un livre qui était vendu comme à 50% du prix régulier. Donc, le Tata de Valérie Perrin. Puis, il était tout près de chez moi. Puis là, c'était écrit comme neuf, mais des fois, on sait jamais. Mais là, il est vraiment comme neuf. Donc, je suis allée chercher. Il est tout neuf, là, genre, c'est vraiment... Je suis pas sûre qu'il a déjà été ouvert. Voilà, je suis allée chercher, je suis bien contente. Et là, finalement, je me rends compte que j'ai pas changé... j'ai pas changé mon marque-page. Disons, je sais pas. Je pense que je suis rendue à peu près ici. Ouais. Donc, mettons à peu près page 154 sur un livre qui en fait 635. Donc, voilà, comme ça ici. Et, jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Ça s'écoute très bien, ça se lit très bien. La personne qui fait la narration de cette version audio-là est incroyable. Genre, vraiment, vraiment incroyable. Oui, elle était capable de faire des variétés de voix, mais c'est pas juste ça. La justesse des émotions qu'elle arrive à évoquer dans sa voix. Souvent, il y a des voix, des voix qui cassent, qui brisent par l'émotion. C'est jamais trop, c'est juste correct. Je vais retrouver la vignette, je vais vous la mettre ici, puis je vais mettre son nom parce que je pense que ça vaut la peine de signaler quand c'est des très bons narrateurs et narratrices. Et ça fait vraiment vivre pour moi cette histoire-là. C'est sûr que si je le lisais en papier, je pense que ça se lit bien. C'est quelque chose, c'est vraiment une écriture qui est super accessible. Je sens quand même l'histoire arriver. Je vous en parlerai pas beaucoup plus, mais oui, bien entendu, il va avoir le fait que... la seule chose que je peux dire, c'est que, parce que c'est quand même dit à l'arrière, mais c'est que la fameuse Agnès qui se rend compte que finalement, qui apprend en fait que sa tante Colette, qui s'appelle Colette, sa tante, je vous disais, Colette Septembre, son nom. Sa tante Colette est décédée alors qu'elle l'a enterrée il y a 3 ans. Éventuellement, elle va apprendre que son héritage en tant que tel, c'est une valise que la tante Colette lui a laissée et qui contient un nombre incalculable de cassettes audio sur lesquelles la tante Colette a comme raconté un peu sa vie. Donc là, vous voyez un peu comment ça va aller. Puis, de moment dans le présent à saut dans le passé, point de vue de Colette quand elle était jeune et éventuellement au cours de sa vie, à extrait de cassettes audio, on va finir par essayer de retracer qu'est-ce qui s'est passé. Et là, voyez-vous, même à l'endroit où je suis rendue, on commence déjà à comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que, pas qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui peut expliquer que tante Colette soit décédée il y a 3 ans ainsi que maintenant. Et donc, ça commence quand même tôt dans l'histoire. Donc, j'admets que ça m'a un peu inquiétée, puis je me suis dit, mais on n'a évidemment pas tout le portrait. Et ça s'annonce vraiment un livre qui évoque, ça, je m'attendais à ça, parce que je pense que Valérie Perrin, c'est quand même quelque chose, est quand même très dans ce genre de dynamique-là. Mais on apprend vraiment comme le destin de, je pense qu'il va y avoir autant lutte des classes sociales, soif d'émancipation, espoir brisé, abus. Trouble avertissement, potentiellement abus sexuel auprès d'enfants, de ce que je comprends. Jusqu'à maintenant, c'est ce que je vois. Mais c'est quand même écrit avec, disons, la plume est très bienveillante. Donc, j'espère que ça va rester avec ce dosage-là, parce que pour moi, c'est le dosage correct, que c'est pas du dégoulinant de feel good, parce que c'est pas toujours joyeux, mais vous savez ce que je veux dire. C'est pas comme un ton sucré, c'est pas vraiment ça. À date, c'est juste super bien écrit, puis la dynamique d'alternance entre les différents points de vue et moments dans le temps. C'est super habile, ça fait que justement notre intérêt est maintenu, puis qu'on apprend au fur et à mesure. On accepte la convention qu'on apprend au fur et à mesure des sauts dans le passé ou dans le présent ou des changements de perspective. Donc, jusqu'à maintenant, c'est une très bonne lecture. Et sur ces bonnes paroles et avec mon chat qui a miaulé de protestation en fond parce que j'ai fermé la porte de ma chambre pour faire ça, mais évidemment, elle ne voulait pas sortir. Puis là, finalement, là, ça commence à presser. Vous connaissez les chats. Je vais vous dire à la toute prochaine. Je ne sais pas si je vais lire d'autres romans graphiques que cette semaine, mais peut-être que je peux donner l'exercice de lire un ou deux des livres de bibliothèque que j'ai parce que ce sont des romans graphiques et un album. Donc, je ferais peut-être essayer d'en lire. Comme ça va vous en faire quelques-uns aussi à voir. J'ai pris la décision que le restant de ma pile ici, comme 4-5 romans graphiques que j'ai finalement pas lu dans le défi Spooky Fair, de les garder pour plus tard. C'est toujours pratique de s'insérer des petits romans graphiques comme ça, plutôt que de continuer à... J'ai vraiment pris les romans graphiques qui m'attiraient le plus. C'était toute une pile qui m'attirait, mais je veux dire, qui m'attirait le plus dans celle qui m'attirait le plus. Vous comprenez ce que je veux dire? La crème de la crème. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai dit que j'allais faire ça, donc pour la suite, je me plonge dans Tata. Ça va être une lecture que c'est clair qui va me tenir jusqu'à la fin de ce vlog-ci, puis on verra pas la suite. Donc, prise 2, à tout de suite.
extrêmement long. C'est une grosse pavasse, mais vraiment ce livre le coup de cœur. Il s'agit de Le Pacte de l'eau de Abraham Verghese. C'est publié aux éditions Flammarion. Et coucou, alors je vous reprends en ce lundi soir, non, mardi soir, 12 novembre. Encore une fois, d'où ce savoureux éclairage, mais je suis pas dans la voiture, hein, quand même. Je ne vais pas vous faire ça pendant tout le long du vlog. Tout d'abord, pour vous dire que je suis pas mal dans les derniers milles de ma lecture audio. Tata de Valérie Perrin chez Albin Michel. Moi, je l'écoute en version audio. Je suis rendue à la page 490 sur 650, donc on est rendu à peu près ici. Et c'est ça, ça se poursuit, c'est remuant. On est vraiment au cœur de... C'est le roman du non-dit, le roman de toutes les violences quand même, particulièrement les violences faites aux femmes, mais aussi les violences en général, le roman des traumatismes intergénérationnels, etc., etc., mais aussi le roman des belles rencontres. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même un peu une plume, ce que j'appelle un peu feel good, même si c'est pas feel good parce que c'est pas très joyeux. J'en dirai pas plus parce que quand on va être rendu à la fin, je verrai bien si ça va être quoi mon avis final, mais à date, c'est ça un peu mon ressenti. Donc, je suis bien captivée par la quête du personnage principal. C'est pas à tous les personnages que je m'associe, voyons, pas que je m'interpelle, auquel je m'identifie. Beaucoup, ça dépend vraiment lesquels. Puis honnêtement, le personnage principal, un petit quelque chose que je trouve un peu génial. En même temps, c'est un personnage qui, sans elle, rien ne pourrait se passer. C'est un personnage qui semble avoir eu une vie qui n'a pas nécessairement été tout de rose vêtu. Et on sent encore une fois, comme je vous dis, la trace un peu du trauma intergénérationnel. Mais c'est sûr que la grande partie du livre dans laquelle on va la suivre, tout va partir quand même du fait que... Mais ça part pas du fait. Mais son contexte initial, quand elle va apprendre que sa tante est remorte, pour reprendre les mots qui sont mis à l'arrière de la 4e de couverture, ben c'est un contexte où elle a été laissée par son mari il y a 3 ans, puis elle s'en remet pas. Ça l'habite, ça l'empêche de pouvoir penser à autre chose, ça l'empêche de créer et tout ça. Donc, c'est tout à fait humain, mais sur peut-être 650 pages, des fois, il y a des moments où, bon. Mais bon, on sait jamais, je suis pas encore rendue à la fin. Cela dit, je suis quand même captivée, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis je continue à l'écouter en livre audio parce que la version audio, vraiment, je pense que ça fait une grosse différence. Parce qu'il y a plusieurs narrateurs, puis ça rend ça vraiment encore plus vivant. Donc, voilà. Alors, je reviendrai là-dessus. Mais, hier soir, j'étais, je sais pas, j'étais en mode relax avec mon copain. On était dans le salon, mon copain faisait d'autres choses. Je pense qu'il était à la télé. Puis je me suis dit, je pourrais lire. Mais je sais pas si ça vous arrive, vous, des fois. Mais moi, des fois, je suis vraiment comme la grosse paresse. La flemme, comme on dit de l'autre côté de l'océan. Puis des fois, je me dis, j'aimerais ça lire. Mais là, j'avais pas mes écouteurs avec moi. Donc, je ne pouvais pas mettre de livre audio. Puis là, j'aurais pu. Je les avais juste pas avec moi, comme là, sur le divan. Puis je voulais pas monter à ma chambre parce que c'était un étage. Puis je me suis dit, j'aurais pu lire plein de livres qui sont ici, mais tu sais, il aurait fallu que je me lève et tout. Puis j'avais mon cellulaire avec moi. Puis je me suis dit, je vais regarder c'est quoi les nouveautés de livres numériques sur les plateformes, en fait, dans les collections des bibliothèques auxquelles je suis abonnée. Puis là, dans le fond, je suis tombée sur plusieurs petits trucs. Puis finalement, j'ai lu 2 albums jeunesse, mais surtout un roman en vers libre. C'est une collection que ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment lu, puis j'étais pas toujours convaincue de cette collection-là, mais là, ça a vraiment été quelque chose de marquant. Donc, je vais commencer par les 2 albums jeunesse. Ces 2 nouveautés, ça donne que c'est chez les 400 coups. J'aime beaucoup cet éditeur-là québécois, mais là, je sais pas, c'est pas volontaire, mais bon. On va commencer avec Le nerf de la guerre. L'auteur, c'est Ilan Brennan et Guilherme Karsten, traduit par Marie-André Dufresne. Et en fait, c'est un roman, un album jeunesse qui se joue sur des doubles pages, mais qui, dans le fond, pourrait se lire en un seul et même bout. C'est-à-dire que si nos pages n'étaient pas en format album régulier, puis qu'on faisait juste faire un feuillet qu'on déplie comme ça pourrait faire genre une grande histoire sur une grande ligne. Donc, déjà en partant, la proposition visuelle est super intéressante.
Et en gros, ça va être 2 chiens. Un petit chien puis un gros chien. Et un bout de saucisse, c'est-à-dire le nerf, en tout cas, je ne sais pas ce que tu appelles ça, un nerf de saucisse, quand c'est plusieurs saucisses qui se tiennent par la petite jonction de boyau, ce qui est là. Et puis là, bien évidemment, qu'est-ce que les deux chiens vont vouloir? Le même nerf de saucisse. Et ils vont se précipiter dessus. Et là, va s'en suivre, je vais vous mettre, peut-être je vais me faire ça un petit peu, mais je vais mettre un petit peu quelques images. Et là, évidemment, les maîtres de ces chiens-là vont finir par s'en mêler en disant ben non, mais c'est lui qui devrait l'avoir. Puis après ça, les gens qui accompagnent chacun des maîtres puis qui sont autour vont s'en mêler aussi. Puis finalement, ça va être la vraie guerre. Jusqu'à ce que, à un moment donné, vers la fin, arrive un élément perturbateur qui va faire en sorte que les gens vont réaliser que finalement, peut-être que ça valait pas la peine de faire la guerre pour ça. C'est particulier. Je ne sais pas si j'ai vraiment aimé ça. Je pense que j'ai aimé ça. Je pense que si j'étais un enfant pour qui ça avait été pensé, j'aurais aimé ça. J'ai aimé plus le visuel, la narration visuelle que l'histoire en tant que telle, mais je pense que c'est quand même une histoire visuelle. Puis c'est quand même un peu déroutant parce qu'en fait, j'imagine que c'est voulu. C'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris. Mais chacun des chiens qui va être entouré de son maître respectif, puis qu'après ça, leur maître va être entouré de leur comme genre société respective. Il y a toutes sortes de monde, là. Il y a du monde ordinaire, mais il y a aussi des personnages de contes de fées, il y a des héros, il y a des personnages politiques qui arrivent. Il y a, au départ, on arrive dans les premiers qui vont se mettre, ça va être par exemple un pape puis un rabbin. Puis de chaque côté, dans le fond. Donc j'imagine que ça évoque peut-être les religions. Puis après, il va y avoir des contes de filles, des personnages de contes de filles qui sont opposés, puis ça va aller. Puis finalement, à la fin, on va avoir comme un bateau de pirates, puis je me souviens, puis c'est quoi l'autre truc? Puis, fait que je pense que c'est vraiment, c'est sûr que c'est une métaphore, mais au début, avant que je comprenne, bien évidemment, sa structure répétitive, mais avant que je comprenne où ça voulait mener, parce que c'est ça, j'avais lu le titre, Le nerf de la guerre. Je sais pas, j'ai pas lu le quatrième, c'est un album, puis je me suis dit, bon. Puis, je savais pas trop pourquoi il y avait un pape, puis un rabbin, puis là, des personnages, je comprenais rien. Puis finalement, mais dans le fond, c'est vraiment juste comme vraiment une grosse métaphore sur comment une guerre peut commencer, puis comment, en fait, on est mieux de se concentrer un peu sur l'essentiel. Puis en fait, la solution dans tout ça, ça va quand même juste dire que tout ça va venir, la guerre va se résoudre grâce à l'intervention divine d'un chat. Donc, je ne vous en dirai pas plus, mais vous pouvez imaginer, puisqu'on a 2 chiens ici, qu'est-ce qui va se passer. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Mais comme je dis, c'est pas un coup de cœur. Je pense que c'est juste que je sais pas comment le recevoir, puis je sais pas comment on pourrait l'exploiter. Mais je pense que pour les tout petits, ils verraient probablement juste comme le fait que c'est vraiment des personnages différents, avec des détails, puis le côté vraiment le conflit, 2 chiens qui veulent avoir la même chose, puis là, ça crée 2 clans. Puis je pense qu'on peut bien comprendre le concept d'une chicane pour rien. Quand on est plus grand, évidemment, ça va toucher vraiment les grandes choses, parce que comme je dis, c'est qu'il y a autant des personnages de contes de fées, mais comme je vous dis, mettons le pape et le rabbin, garde de religion, évidemment, ça va toucher par le biais des personnages qui sont associés à chacun des clans à des enjeux qui sont pas mal plus grands. Donc, chouette découverte. Je ne sais pas encore totalement ce que j'en pense, mais si jamais ça vous dit, ça pourrait être intéressant à découvrir, ne serait-ce que pour le visuel, sérieusement. Puis moi, je l'aurais vraiment déplié. Là. Je ne sais pas si on pensait à le faire comme ça chez les 400 coups, ou peut-être, parce que j'ai lu en numérique, peut-être que le format est un format déplié, mais je vous dirais que ça se fait vraiment bien en format déplié. Donc voilà. Alors, ma première lecture, ça a été ça. Ensuite, je me suis lancée dans... On est encore ici, on est encore dans des livres vraiment pour les tout petits. Donc, autant Le nerf de la guerre que celui-ci que j'ai lu qui s'appelle Le lion dans le livre. Et c'est de Daniel Chaperon et Aurélie Grand. Mais en fait, sur le livre, c'est écrit Daniel Chaperon et Aurélie Grand avec plein de R. Mon accent ronronnant n'est pas très bon. Et c'est toujours publié chez les 400 coups. Et dans ce cas-ci, en fait, là, ce que je vois, c'est que c'est un tout carton. C'est parce que moi, j'ai lu en numérique, fait que je sais pas. Donc, visiblement, un livre tout carton. Donc, pour les tout petits, à structure répétitive. Puis, dans le fond, ce qu'on va voir, c'est un gros lion qui fait dodo. Mais je vais vous mettre encore une fois des petites images. Donc, un lion qui fait dodo et un enfant. Puis, en fait, l'enfant, il aimerait ça comme pouvoir accéder au livre qui est de l'autre côté. Mais là, le lion est là. Puis, il se dit, oh my God, il faudrait comme que j'arrive à passer sans réveiller le lion. Puis
plus. Mais qu'est-ce qui se passerait si je faisais telle chose? Fait que dans le fond, il va essayer plein de trucs. S'il essaie de se rendre à ouvrir la porte, oui, mais là, si je fais ça, le lion va réagir et tout ça. Puis, évidemment, plus ça va aller, puis plus il va aller de ses suggestions un peu saugrenues. Et évidemment, on est vraiment dans un enfant qui va comme un peu gérer la peur de l'inconnu. Et bien entendu, à la fin, le lion va finir par se réveiller, mais peut-être pas réagir exactement comme l'enfant le pense. Et c'est à la fois une façon, avec structure répétitive, de justement apprendre un enfant un peu à faire face à ses peurs, mais vraiment de façon totalement humoristique. Mais c'est aussi un petit peu par la bande une ode à la lecture. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Pour moi, ça, c'était vraiment un coup de cœur dans le sens que c'était assez simple. Euh, je trouve que pour ce que ça vise, ce que ça a comme objectif, le public que ça vise, comme je vous dis, puis le rythme, les illustrations sont assez simples. Peut-être que les illustrations d'Aurélie Grand, c'est moins mon style. C'est comme un peu trop propre. Je sais pas comment le dire. J'aime ça quand il y a un petit peu de d'ébouriffé dans les images ou de texture. Là, c'est peut-être un petit peu trop lisse pour moi. Mais sinon, j'ai trouvé ça intéressant. Puis pour un jeune enfant, c'est bien quand c'est des traits comme ça qui sont bien définis. C'est peut-être plus facile à percevoir. Mais j'ai vraiment adoré ça. Puis écoutez, ça, c'est une nouveauté. C'est chez le 400 coups, un cartonné. C'est sorti à mi-octobre. Fait que, je vous dis, là, si on arrive avec le temps des fêtes, si jamais vous avez un petit cadeau à faire pour les tout-petits, là, Le Lion dans le livre, c'est vraiment une super lecture. Puis je pense pas que vous allez vous tanner de le lire, même comme parent. Bon, peut-être que oui, là. Mais c'est intéressant. Puis c'est très créatif. C'est le fun parce que le personnage, c'est un enfant. C'est pas un adulte qui va venir trouver la solution. C'est l'enfant qui va trouver la solution. Puis, ben, ça va lui permettre aussi de voir un peu comment des fois on a beau s'attendre à quelque chose, mais c'est pas toujours ça qui va se passer. Donc, voici pour ma deuxième lecture. Et enfin, j'ai lu, ça c'est le fameux, c'est considéré comme de la poésie, mais je dirais que oui, c'est encore une collection un peu comme la collection unique chez Héritage. Donc, c'est plutôt comme un recueil en vers libre, mais c'est plus une histoire continue. Donc, une espèce de mini-roman en vers libre. C'est chez La Courte Échelle, c'est dans la collection Poésie, ça s'appelle comme ça. Et ça s'appelle La soif est un champ de bataille et c'est de Mélanie Boilard. Donc, comme je vous dis, chez La Courte Échelle. Puis je pense que je vais vous lire la quatrième de couverture dans ce cas-ci. C'est parti. Une adolescente perçoit chaque gorgée d'alcool avalée par sa mère comme une déclaration de guerre. Des attaques auxquelles elle réplique par des mots tranchants. Derrière sa rage se cache la douleur de voir sa mère s'effacer et de devenir cette personne qu'elle ne reconnaît plus. Heureusement, dans le tumulte, il y a son amie Aurélie, qui l'aide à regarder devant. Voilà, je voulais vous en lire plus, mais finalement, il y a peut-être un petit peu trop de choses. Donc, écoutez, c'est, bien évidemment, là, vous avez vu, évidemment, trop avertissement peut-être pour des gens peut-être qui vivent cette situation-là, des enfants ou des plus grands, mais en même temps, je pense que c'est vraiment bien fait. Donc, on est vraiment sur une jeune ado, donc sur les conséquences de l'alcoolisme chez le parent, à hauteur d'ado. Et c'est tellement bien écrit. C'est la plume est complètement poétique, en même temps, elle n'est pas comme ampoulée. C'est tout à fait plausible que ça puisse être une ado qui parle comme ça. Ça fait un cœur parce qu'évidemment, c'est pas évident de voir une enfant, une ado-enfant qui doit gérer au quotidien, en fait, cette situation-là. Donc, dans le cas de la jeune fille, c'est sa mère. Sa mère n'est pas violente avec elle, c'est juste qu'elle boit, puis là, la petite fille, l'ado, elle se sent vraiment comme abandonnée. Puis elle, en fait, ça l'enrage. Fait que quand ça arrive, elle se met à invectiver sa mère parce qu'en voulant comme un peu la faire réagir, en voulant la faire sortir de sa torpeur. Puis tu lui dire, ben, sois donc là, puis sois donc avec moi, puis comment ça se fait que tu n'arrives pas à être avec moi, dès que j'arrive, tu es déjà bu, puis je te retrouve plus. Puis, une de ses meilleures amies, c'est Aurélie, qui, ben, je dis amie, puis je sais pas si c'est plus que ça. En tout cas, le lien qui les unit est très fort, peu importe ce qui est exactement le défini, mais ça m'a paru peut-être comme une amitié, peut-être même à la limite un amour, c'est pas clair. Pour moi, en tout cas, ben, c'était pas nécessairement important, c'était plus l'importance du lien que je voyais. Donc, Aurélie, qui elle aussi, on le comprend, vit avec les conséquences de l'alcoolisme à la maison. De ce que je comprends, c'est que je pense que c'est son père, puis de ce qu'on comprend, c'est que dans son cas à elle, l'alcoolisme, ça lui fait subir des violences. Donc, c'est violences physiques. Et on va suivre l'adolescente dont la mère est alcoolique, essayer de faire son parcours. On va la suivre un bon moment pendant
écouter sa rage, puis sa rébellion, puis son incompréhension, puis sa solitude, puis tout ça par rapport au fait qu'elle n'a pas de contrôle sur la situation, puis elle essaie d'être la plus grande et tout. Mais aussi, on va comprendre que Aurélie, en fait, sa meilleure amie, ben, à l'école, elle voit une psy, puis elle a une personne à qui elle peut parler. Puis, ben, tranquillement, on va comprendre qu'elle va entraîner sa meilleure amie à justement aller rencontrer la psy. Puis ça va faire un peu du bien. Il va y avoir quand même un petit peu d'espoir parce que à un moment donné, dans le fond, l'adolescente va finir par un peu parler à sa mère. Il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que ben, ça va être parce qu'à un moment donné, l'enfant adolescente va décider de faire un party en cachette, puis sa mère va revenir, puis sa fille les saoule. Donc, ça va créer un peu un choc. Puis, ça va générer peut-être un peu un genre de prise de conscience. Puis, pendant un certain temps, ben, il va y avoir une genre de rémission. Et on a espoir avec l'ado. Mais finalement, ben, on comprend aussi que tout n'est pas rose, puis que quelqu'un qui a beau vouloir, en fait, essayer d'arrêter de boire, mais pour certaines personnes, mais en fait, comme c'est une dépendance, mais c'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours d'un seul coup. Donc, mais ce qui m'a marqué, c'est que c'est des mots, on a quand même pas mal lu sur les conséquences de l'alcoolisme dans la fiction, dans la poésie, puis à hauteur d'enfants puis d'adultes, mais là, je trouve que c'est des mots d'ado. On n'a pas mis des mots d'adulte dans la bouche d'une ado, on a mis des mots d'ado dans la bouche d'une ado. Puis c'est pas toujours lisse, c'est pas toujours conséquent, c'est pas ça vient du ventre, ça vient du cœur. On a quand même espoir. Euh, on s'inquiète pour elle. On sent quand même qu'elle a une amitié. Donc, ça donne quand même un peu quelques repères aussi. Évidemment, il y a la psy, mais c'est comme amené vraiment avec beaucoup de, comme, je sais pas, de sobriété. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur mot, franchement, Max Soleil. Mais dans le sens que c'est amené sans tambour ni trompette. Puis, comme si c'était un peu une évidence. Puis, je pense qu'évidemment, c'était un petit peu un message, mais c'était pas lourd du tout comme message. On n'en reparle pas pendant plein de pages. Puis, on sent que ça fait une différence à la jeune fille de pouvoir se confier. Mais en même temps, on sent que c'est pas non plus comme la panacée puis que ça va pas nécessairement tout changer d'un coup. Mais c'est vraiment super bien réussi. Pour moi, c'est un coup de cœur en même temps. C'est un coup au cœur surtout parce que c'est tellement triste. Mais je pense que quelqu'un, ben, je sais pas, j'ai pas vécu ça au quotidien non plus. C'est quand même des réalités que je peux imaginer, sans rentrer dans les détails. Mais dans mon entourage proche, il y a des choses qui font en sorte que je peux quand même un peu imaginer, mais pas le vivre comme ça au quotidien avec un parent directement. Non, donc je peux juste le lire en spectateur, mais ça me donne l'impression, si jamais vous avez lu de votre côté, vous me dire aussi, ça me donne l'impression que même si c'est pas tout rose, justement, c'est peut-être justement ça qui va peut-être aller chercher les jeunes qui vont vivre cette situation-là parce que dans leur réalité à eux non plus, c'est pas tout rose. Donc, c'est ça. Donc, c'est une lecture coup de poing. Mais vraiment, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est que, bon, c'est un sujet qui était pas nécessairement, qui a quand même été beaucoup traité. Cet angle-là, je trouvais intéressant, vraiment auteur d'ado. C'est pas évident de réussir ça. Puis sa plume, comme je dis, c'est de la prose poétique, mais en même temps, c'est tellement beau. C'est beau, en même temps, ça décrit des choses tellement terribles. Vraiment, je sais pas, j'ai jamais lu Mélanie Boilard, mais j'ai vraiment été complètement séduite par cette plume-là. Donc, Génive pas, encore une fois, c'est une nouveauté québécoise. Donc, c'est paru au Québec le 7 octobre. Donc, je pense que, ben là, évidemment, ça, c'est peut-être pas quelque chose à mettre dans les bonnes Noël, parce qu'évidemment, quand même, peut-être, si jamais vous l'offrez, il faut ça peut-être faire attention dans le sens où c'est quand même quelque chose qui n'est pas non plus banal, donc peut-être juste le faire avec intervention ou peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage que vous auriez envie, avec qui vous auriez envie de partager ça. Dans les classes aussi, ça peut être intéressant, mais encore une fois, avec un accompagnement dans le sens où ça peut quand même déclencher beaucoup d'émotions ou déclencher des choses chez des gens qui peut-être le vivent puis n'en parlent pas. Mais vraiment, un roman vers livre de qualité absolument complètement soufflé par ce talent-là. Alors voilà, je termine le segment ici. Et ben, je vais me garder un tout petit peu de temps pour quand j'aurai terminé Tata de Valérie Perrin. Donc je vous en parlerai, puis ensuite on pourra clore le vlog. Mais voilà, je vais juste au moins vous parler des lectures récentes que j'avais faites. Alors allez, à tout bientôt!
Et bonsoir, alors je vous reprends en ce mercredi 13 novembre au soir, comme vous pouvez voir, avec mon savoureux endroit de la soirée pour avoir le plus de luminosité possible. Donc, je vous reprends parce que j'ai finalement terminé, j'ai tout juste, après quand même une semaine de lecture, ça m'a pris une semaine en lecture audio, mais bon, 650 pages, je pense que c'était 18 heures de lecture. Et j'ai terminé le fameux Tata de Valérie Perrin chez Albin Michel. C'était une excellente lecture. C'était mon premier Valérie Perrin, comme je vous dis. Je pense que j'ai beaucoup aimé ça. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai aimé plusieurs choses là-dedans. J'ai aimé... on dirait que j'ai aimé les éléments de ce roman-là de façon séparée, mais j'ai peut-être pas eu l'engouement que je pensais que j'aurais, dans le sens où je me suis peut-être pas assez identifiée, comme je vous disais, peut-être au personnage principal. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un personnage qui a été construit de façon humaine, puis quand même nuancé, mais il y a vraiment toujours le côté, je sais pas si... Pourtant, c'est humain, le fait d'être en perte de sens, le fait d'essayer de, justement, essayer de se retrouver ou de retrouver sa place. Puis j'avais l'impression que ça prenait beaucoup de place au sein d'une intrigue qui, techniquement, visiblement, était, excusez-moi, il y a mon chat qui s'est énervé, qui visiblement est tournée vers la quête des origines, plus que peut-être ça. Évidemment, on comprend quand même que c'est quand que c'est de trouver ses racines, ça peut faire en sorte qu'on le fameux classique de trouver ses racines pour pouvoir en fait prendre son envol. Donc, c'est peut-être juste ça qui m'a comme vraiment fait en sorte que j'ai pas été capable d'être complètement envoûtée. J'ai pas été envoûtée par ce livre-là, puis je pensais que je pourrais potentiellement être envoûtée par l'émotion véhiculée. J'ai été remuée, j'ai été touchée, mais j'ai pas été envoûtée. Donc, ça reste quand même un petit bémol, mais c'est une excellente lecture. Ce que j'ai remarqué là-dedans, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait vraiment un effort, pas un effort dans le sens qu'on le sentait, mais il y a vraiment un talent littéraire dans le sens où on utilisait plusieurs façons de faire avancer l'intrigue. Comme je vous disais, il y a différents points de vue, des sauts dans le passé, la partie des fameuses bandes enregistrées qui servent à plonger un peu dans le passé puis à faire avancer la fameuse enquête un peu sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que Tata est remorte et en quoi ça pouvait avoir un lien avec le passé de la personnage principale, Agnès, et en quoi finalement ça peut avoir un lien aussi avec sa famille, etc., sans trop vouloir en dire. Et donc, cette multitude-là de moyens narratifs, c'est quand même super bien exploité. Je trouve que c'est une très bonne alternance. Ça nous permet justement de pas trop s'apesantir sur certaines parties. Des fois, quand on a des alternances comme ça, on peut soit aimer plus le présent ou aimer plus le passé ou aimer plus tel mode. Dans ce cas-ci, moi, j'ai apprécié vraiment tous les modes. Je pense que c'est relativement bien dosé, sauf peut-être certains sauts, certains changements de point de vue, parce qu'on va passer vraiment, dans certains cas, ça va être narré par différents personnages pendant la même période, mais avec des points de vue différents. Donc ça, en livre audio, c'était plus difficile, mais dans le livre papier, ça doit être plus facile à retracer. Certains passages qui était vraiment troublant puis qui était très long. Donc, entre autres, on a un personnage là-dedans, sans trop vous en dire, qui est littéralement un monstre. Dans le sens... C'est un monstre. C'est quelqu'un de... C'est un monstre qui a énormément de souffrance en lui, qui a vraiment pas eu une vie facile et tout ça, puis qui malheureusement, là, comme je disais, le fameux trauma intergénérationnel, ben, il y a comme un peu ça au sein de lui, puis ça finit par faire naître en lui le monstre qu'il y avait. Donc, ce personnage-là, on va le suivre éventuellement pendant un certain temps. Puis c'est sûr que c'est un peu dur parce que c'est un point de vue qu'habituellement on n'est pas habitué d'avoir. C'est le point de vue du côté sombre. Puis c'est peut-être un peu long. Il y a eu 2-3 fois comme ça où on a changé de point de vue, puis c'était pas juste pour ce personnage-là. Puis c'était peut-être un peu long. En même temps, je comprenais pourquoi c'était là, parce qu'on voulait vraiment nous faire comprendre comme il faut tous les angles de cette fameuse quête-là, qui est une espèce de kaléidoscope. C'est incroyablement complexe et c'est très bien tissé, mais jusqu'à la fin, il faut vraiment porter attention pour essayer de remettre en place puis en ordre tous les morceaux de cette espèce de casse-tête-là étrange qui dure sur... qui touche beaucoup plus de monde que ce qu'on peut penser, puis qui s'étend sur potentiellement
une large période de temps. Je ne vais pas trop vous en dire. Donc, ça, voyez-vous, cette alternance-là de style, de moyens, en fait, narratifs, le changement de point de vue, tout ça, je trouve ça super bien fait. Les personnages sont bien développés, mais peu de façon égale. Il y a beaucoup de personnages qui arrivent comme un peu, comme un cheveu sur la soupe, puis sont comme super importants, puis on apprend à les connaître un peu, puis après ça, on dirait qu'on les lâche un peu, puis il y a des personnages là-dedans qu'on aurait aimé ça peut-être suivre un peu plus longtemps. Donc, en même temps, c'était une fresque, donc tu sais, c'est 650 pages. J'imagine que si on avait voulu suivre un peu plus la plupart des personnages, ça aurait fait 1200 pages. Donc, je comprends tout à fait. C'est pas que je comprends pas, mais pour moi, en tant que lectrice, je pense que j'ai eu peut-être trop de certains personnages, puis pas assez de d'autres. Puis malheureusement, pour moi, comme je vous dis, comme j'avais moins d'affinité avec le personnage principal, qui était bien bâti, puis qui sans elle, l'histoire peut pas arriver, puis je me sens mal à l'aise de dire ça, mais je dis pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste qu'on dirait que moi, je me sentais pas tant interpellée. Je me sentais interpellée par tout le monde qui tournait autour d'elle, par ce qu'elle finissait par découvrir et tout ça, mais moins par sa réaction à ce qu'elle découvrait ou sa réaction au coup du sort, aux choses qui vont arriver, tout ça, ben, c'est une réaction humaine. Peut-être que ça m'énervait parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver. C'est pas une réaction d'héroïne, justement, c'est une réaction d'humain. Mais bon, fait que ça, j'ai aimé ça. Les personnages, comme je vous dis, j'ai trouvé des personnages hyper intéressants puis d'autres moins, mais globalement, ça m'a laissé un sentiment positif. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup aimé non, parce que c'était des sujets qui sont sombres, mais j'ai trouvé ça super intéressant, ce que ça abordait comme sujet. Comme je vous disais, là, j'en avais déjà parlé un petit peu, mais oui, trauma intergénérationnel, puis abus, malheureusement, violence faite aux femmes, mais faite aux hommes aussi. Puis ça a été fait dans un angle qui, oui, d'une certaine façon, était relativement courant, mais à quel point, comment ça a été intégré dans cette espèce de kaléidoscope-là, ça met tellement en lumière l'impact majeur que tout ce qui est abus, emprise, transmission d'un trauma intergénérationnel, à quel point c'est sans fin comme effet négatif. Puis ça ne peut pas toucher juste la personne ou les personnes concernées. C'était très... ça, par contre, je trouve que la façon dont ça a été abordé, ça m'a vraiment marqué. Je pense que c'est presque ça qui m'a le plus embarqué. Je dirais pas envoûté, mais embarqué. J'ai trouvé que c'était audacieux. On a touché à plusieurs choses et par la bouche de différents personnages, donc différents angles, encore une fois. C'est ça qui était intéressant. C'était pas un mono-angle, même pour des sujets comme ça qui sont très connus. Puis on a évidemment choisi des angles qui étaient courants, mais on en a choisi d'autres aussi qui étaient moins courants. On a osé aborder le sujet un peu délicat devant des abus comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand la justice semble pas pouvoir faire quoi que ce soit après un certain temps? Le côté aussi que ben, c'est jamais facile pour des victimes de parler. Puis aussi, j'appellerais ça l'emprise silencieuse. Donc, il y a la violence, il y a l'abus et tout ça, mais c'est comme il y a aussi une partie que c'est de l'emprise. Puis que peut-être que de l'extérieur, les gens pourraient dire ouais, mais bon, en même temps, il n'y a pas vraiment eu d'abus, mais en même temps, oui, parce que de l'emprise, c'est une limitation des libertés. Bref, vous voyez un peu, je vous en parle en vrac parce que c'est encore frais dans ma mémoire. Mais c'est vraiment ça qui m'a comme le plus marqué, je pense, vraiment, tous les sujets abordés, tous les liens qui ont été faits dans ces sujets-là, qui ne sont pas des liens, comme je vous dis, nouveaux, mais que je trouvais que mis ensemble, ça faisait encore plus ça donne encore plus un coup au cœur, puis aussi vraiment à stimuler la réflexion. Évidemment que s'il n'y avait pas eu la mécanique narrative, puis certains personnages qu'on trouvait vraiment intéressants et tout ça, pour que l'on voulait s'accrocher, dont la fameuse Tata, qu'on ne connaît pas nécessairement en temps réel, mais peu importe. Mais c'est sûr mais elle aurait beau avoir abordé tous ces sujets-là, s'il n'y avait pas eu ça comme atout, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, je pense que je ne sais pas trop comment vous parler autrement de ce livre-là, que c'est une excellente découverte. Est-ce que je le garderai dans ma bibliothèque? Je ne sais pas. Je vais peut-être le faire circuler. Mais comme je vous dis, je pense que vous pouvez vraiment vous lancer. Moi, c'est mon premier Valérie Perrin, puis de ce que je comprends, c'est son type de roman. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas comparer avec les autres qu'elle a faites. Je sais que ça a toujours été des romans où il y avait
beaucoup d'émotions, qu'elle osait aborder des sujets qui n'étaient pas nécessairement évidents. Puis je pense qu'il y avait souvent aussi beaucoup comme de non-dits, de secrets, puis de potentiellement de trauma et tout ça. Puis là-dedans, il y a aussi une grosse part qui est sur le deuil. Hein. J'en ai pas parlé, mais c'est comme partout, évidemment, là-dedans, c'est le deuil de tout, le deuil, la perte de notre cher, la perte réelle de notre cher, la perte parce que notre cher a disparu de notre vie, mais qui n'est pas nécessairement mort, la perte, entre guillemets, de notre cher qui est sous influence, tous ces genres de deuil-là qui sont à différents niveaux. Mais bref, je m'égare. Mais bref, ce que je disais, c'est que je pense quand même que c'est dans son style de plume. Mais je ne sais pas si c'est toujours aussi inextricable, puis vraiment complexe, puis une fresque et tout ça. Je ne sais pas si c'est à ce point-là à chaque fois, mais c'est quand même pas mal toujours des bonnes briques, donc j'imagine que oui. Mais si vous voulez le tenter, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Mais comme je vous dis, de mon côté, ça a été une super bonne expérience. Voyez-vous, j'ai pris mon temps pour l'écouter. Ça m'a pris une semaine. J'étais accrochée, je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé, dans quel ordre. Mais j'ai pas non plus, je voulais pas nécessairement le lire en livre papier pour que ça aille plus vite. Donc, c'est vraiment un livre qu'il faut laisser aller à son propre rythme. Donc, c'est un rythme qui est assez lent. Puis, il faut se laisser porter par ça parce que c'est un rythme qui nous impose, en fait, un rythme de découverte de la vérité, entre guillemets, la vérité qui est mise de l'avant par le roman. Donc, c'est ça. Bref, j'ai bien aimé ça. Je ne sais pas du tout vers quoi je vais me tourner pour la suite des choses. Mais de toute façon, comme vous pouvez le voir, vu que le blog était assez long, ça va encore une fois mettre fin à ce blog-ci. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Mon premier Valérie Perrin, puis une genre de brassée de nouveautés québécoises. Si jamais ça vous dit d'échanger en commentaire, soit est-ce que vous avez déjà lu Tata de Valérie Perrin, l'avez-vous lu de votre côté, ou est-ce que ça vous tente d'en lire, ou avez-vous lu d'autres Valérie Perrin, puis avez-vous l'impression de la façon un peu chaotique dont je vous en ai parlé, que c'est finalement typique de sa plume. Donc, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous en commentaire à ce sujet-là, si ça vous dit. Puis, je vous souhaite évidemment des superbes lectures pour la suite des choses. Puis, nous autres, de toute façon, on se dit à tout bientôt.